Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le dispositif FSE à destination des organismes de formation. Donc, cette présentation est proposée par l'OPCO Atlas, qui est l'opérateur de compétences des entreprises et salariés des services financiers et du conseil. Et ce webinaire sera animé par Cassandra Marc, qui est chef de projet développement des cofinancements. Elle sera accompagnée de Valentine Pousset et moi-même, Samantha Guillot, qui sommes conseillers emploi-formation. Nous répondrons à vos questions. Et tout ceci en présence de Charline Battistini, qui est responsable pôle partenariat et cofinancement. Alors, en termes de modalités pratiques, nous sommes ensemble pour 1 heure de temps. Chaque partie explicative sera suivie de la réponse à vos questions les plus significatives. Nous lancerons quelques sondages aussi pour avoir votre positionnement par rapport au dispositif. Il y aura un temps aussi laissé à vos questions à la fin de ce webinaire. Et du coup, à ce titre, vous pourrez sur le module qui apparaît sur votre écran poser vos questions et vous pourrez également télécharger le support à tout moment de la présentation. Sachez également qu'un replay sera disponible après la session et qu'il vous sera envoyé par mail. Alors, j'en ai terminé avec les modalités pratiques et je vous propose de commencer avec le premier sondage. Donc, je lance le premier sondage. Merci Valentine. Alors, connaissez-vous le FSE, Fonds social européen? Je vais attendre qu'il y ait à peu près 80% de votants. Hop. Alors, on a en moyenne à peu près 60% qui connaissent le dispositif, mais on a encore des OF qui ne connaissent pas ce dispositif. Donc, bonjour, Cassandra Marc. Je vais vous présenter ce dispositif-là. Donc, tout au long de cette heure, on va balayer le cadre de l'opération, les critères d'éligibilité et les modalités concernant les prises en charge, le paiement et les obligations. Donc, dans un premier temps, concernant le cadre de l'opération, donc on est sur un appel à projet donc lancé par le Fonds social européen et mené par la DGEFP concernant l'amélioration des compétences. Cet appel à projet donc a été proposé à plusieurs OPCO. En tout cas, chez Atlas, on a pour objectif de former plus de 12 500 salariés sur un périmètre qui est assez large et qui a pour objectif de faire la promotion de l'apprentissage et surtout de permettre une adaptation aux mutations économiques auprès des entreprises. Est-ce que tu veux que je lance le second sondage? Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez déjà bénéficié du Fonds social européen? Voilà, je vous laisse voter, ce qui nous donne un petit peu la température. Et à l'issue de ce webinaire, vous connaîtrez tout du Fonds social européen et vous pourrez du coup travailler avec les entreprises. Alors, je regarde. Allez, encore un petit peu de vote. On est presque à 80%. Bon, globalement, pour le moment, vous n'en avez pas encore bénéficié. Donc, on va faire en sorte que cela change. Cassandra, je te laisse reprendre la main. Merci. On va commencer par les critères d'éligibilité au dispositif FSE+. Ce dispositif peut bénéficier à toutes les entreprises, et ce peu importe la taille, et à tous les salariés des branches couvertes par Atlas.
Donc ça, c'est vraiment concernant la partie salariée. Donc comment justifier un salarié? Tout simplement par un bulletin de salaire. Si on a bulletin de salaire, la personne est salariée et peut donc bénéficier de ce dispositif FSE+. Concernant les actions de formation, donc, ce dispositif est basé sur la transition écologique et transition numérique. Donc, transition écologique, ça va de la RSE. On a également les thématiques de nouvelles réglementations, de nouvelles normes. On peut prendre l'exemple de la pollution des sols, par exemple, de la DPE. On peut également prendre en charge les fresques, mais aussi tout ce qui est compétences techniques et métiers. Sur le volet de la transition numérique, c'est aussi assez large où on peut aller de la bureautique, y compris le back-office par exemple. Également l'apprentissage de différents logiciels qui peuvent être factures électroniques, mais également logiciels qui permettent comme tips de réaliser des visios, c'est quand même assez large. Également du développement et aussi toute la partie qui est très technique et très métier. On a également récemment ajouté les formations qui sont liées aux compétences transversales, puisqu'on sait que celles-ci peuvent accompagner la transition écologique et transition numérique, où on peut aller sur des soft skills, donc des méthodes agiles, le management du changement, le management par exemple par l'assistance électronique et par les logiciels. Donc voilà, on est quand même sur des domaines qui sont plutôt larges, mais on reste sur cette tendance-là de pouvoir un peu moderniser et permettre aux entreprises de vraiment s'adapter aux nouveaux besoins. Dans le cas où vous hésiteriez sur l'éligibilité ou non de programme, nous avons créé une fiche argumentaire qui est disponible sur notre site que vous pouvez remplir avec l'entreprise pour expliciter le programme et en quoi la formation s'inscrit dans cette démarche de transition. Ce qui pourrait justifier, faciliter en tout cas aussi à notre niveau la validation du programme de formation. Alors, quelque attention sur les formations qui sont inéligibles. Donc, bien évidemment, celles relevant de l'obligation de l'employeur, comme souvent on peut avoir au niveau de la sécurité, par exemple. Les formations de moins de 3h30 donc moins d'une demi-journée. Donc, pareil, ça, on ne peut les prendre en charge. Et les formations en ligne en autonomie. Donc, qu'est-ce que c'est les formations en ligne en autonomie? C'est-à-dire une formation où le stagiaire serait seul sur une plateforme comme les MOOC par exemple. Il faut que cette formation ait lieu de manière synchrone, 100%. J'ai un stagiaire et en face un formateur. Donc si sur un programme de formation, on a par exemple 2 heures qui sont du travail en autonomie, travail à la maison entre guillemets, ce ne sera pas pris en charge. Il faut que tout soit justifié par une présence stagiaire-formateur et ce sera vérifié sur les feuilles d'émargement. Alors, on a déjà plusieurs petites questions. Alors, la première question, le support, il est téléchargeable directement tout en haut dans les documents. Donc, pour les entreprises, les EF qui nous ont posé comme question si on pouvait avoir accès aux documents et à la présentation, moi, je vous invite à le télécharger pendant le temps du webinaire. Il sera accessible pendant tout le temps du webinaire. Après, on a différentes questions sur l'éligibilité de programmes précis ou de sujets précis. Dans ce cadre-là, on a par exemple l'apprentissage des langues est-il éligible? Alors non, l'apprentissage des langues n'est pas éligible. On est vraiment sur une dynamique de transition écologique et numérique. Donc concernant les compétences transversales, on est vraiment sur de la méthode agile, par exemple de l'apprentissage de la chefferie de projet, de nouvelle ingénierie de projet également. Donc l'apprentissage des langues, non, n'est pas éligible. Il y a des questions concernant la fiche argumentaire. Mhm. Les OF demandent s'ils peuvent avoir cette fiche à disposition. Il faut savoir que la fiche argumentaire, elle est donnée aux entreprises lorsqu'elles vont déposer le dossier. Elles y ont accès, mais vous pouvez tout à fait la remplir avec eux pour consolider justement l'argumentaire. Je pense que Et elle voilà. est également téléchargeable sur le site. Mm. Je vous ai mis à la fin, donc vous verrez, il y a le lien sur le support de la page FSE. Vous avez un ensemble de documents utiles et cette fiche argumentaire est disponible. Donc effectivement, comme on l'expliquait, c'est l'entreprise qui nous l'a fournie, mais vous pouvez tout à fait aider l'entreprise à la remplir. Par ailleurs également, la question est posée de savoir si les organismes de formation peuvent nous faire valider leur programme.
Ben non, parce qu'effectivement, le dossier doit être déposé à l'appui des fiches effectivement dont on vient de parler et l'argumentaire qui va spécifier le contexte dans lequel rentre le programme de formation au regard de la transition numérique ou de la transition écologique sera précisé. Donc à travailler la fiche argumentaire avec l'entreprise, mais après, l'entreprise, si besoin, revient vers son conseiller emploi-formation OPCO. Il y a aussi beaucoup de questions sur l'IA, la cybersécurité, etc. On est en plein domaine de la transition numérique. Hein, mais bien sûr, on vérifie les programmes un par un. Mais voilà, on est sur le sujet, la grosse thématique de la transition numérique. Et le Et dispositif est disponible chez les 11 OPCO, bien entendu. Alors, au le déploiement niveau peut être différent, mais voilà. Au niveau du public éligible aussi, j'avais une question intéressante sur les alternants. Ouais. Est-ce que les alternants sont Oui. éligibles Alors, au tout ce dispositif? qui est alternance et apprentissage, donc c'est éligible. Par contre, il faut que la formation ne soit pas intégrée au parcours classique, c'est-à-dire qu'on est sur une formation entre guillemets gérée bonus. Donc les alternants, tout ce qui est apprentissage, donc même les stagiaires, hein, c'est complètement ok puisqu'ils ont des feuilles de salaire, donc ils sont salariés. Par contre, voilà, il faut que cette formation ne rentre pas dans le cadre du parcours classique, du parcours de formation en tout cas. On a également les bilans de compétences. Oui, il y a une question sur le bilan de compétences. Est-ce qu'il est éligible? Alors non, le bilan de compétences n'est pas éligible. On est vraiment sur un programme de formation avec un objectif, l'acquisition de compétences, l'acquisition de connaissances et vraiment ce côté, j'ai un stagiaire, j'ai un formateur, j'ai un programme, j'ai un objectif et je peux évaluer les compétences et les connaissances qui ont été acquises. Pour les personnes qui lèvent la main éventuellement pour intervenir, je les invite à poser les questions dans voilà, dans le chat de discussion. On laissera un temps d'échange à la fin du webinaire. Il y a beaucoup de questions qui sont posées auxquelles on va répondre là tout au long du déroulement. Entre autres des questions sur la facturation, sur la prise en compte des heures, etc. Donc on va peut-être avancer et ça va répondre directement à un certain nombre de questions. Donc tout à fait. Je vais avancer sur la modalité de prise en charge pour les formations de ce dispositif. Donc concernant le financier, la subvention FSE intervient à hauteur de 50%. Donc il y aura 50% pris en charge par la subvention FSE+, 50% pris en charge par le versement volontaire qui sera réalisé par l'entreprise. Attention, seuls les coûts pédagogiques sont éligibles, c'est-à-dire que tout ce qui est frais annexes, comme les déplacements, la restauration, la réalisation des supports, ce n'est pas pris en charge. On est vraiment sur la réalisation même de la formation. Nous pratiquons le paiement par surbrocration, c'est-à-dire que c'est Atlas qui va vous régler en direct. Donc, il règle en direct les OF. C'est nous qui allons vous régler. Donc, ensuite, concernant les formations en intra, elles sont acceptées. Par contre, il faut savoir que le paiement se fait au réel par stagiaire. Donc, c'est un taux horaire par stagiaire qui sera appliqué à la facturation. Donc, donc ça n'a pas d'impact sur le format de convention, sur le calcul. Mais au moment de la facturation, on va prendre les feuilles d'émargement et on va pouvoir rapprocher le volume horaire réalisé par stagiaire et c'est ce qui sera facturé. Donc, j'ai mis un petit exemple. Si c'est 1 000 € pour du stagiaire, au moment du paiement, la répartition sera faite, donc ce sera 100 € par stagiaire et c'est comme ça qu'on va le calculer, le taux horaire par stagiaire. La convention peut être réalisée sur la modalité groupe, mais à la facturation, on sera sur du stagiaire. Et une entreprise ne peut pas excéder les 500 000 € de demande de subvention. Donc, si on prend en compte les 50% de subvention et le versement volontaire, nous pouvons accepter de formation de dossiers, en tout cas, qui total sont à 1 million. Alors, on a une question sur le fait de clarifier ce qu'est le versement volontaire, le VV. Mmh. Donc, le Alors, versement... Oui, ben, je peux vous laisser répondre. oui, alors, donc, le versement volontaire, c'est la part non prise en charge par le FSE. Donc, autrement dit,
sur les coûts pédagogiques portés sur une demande de subvention qui ne prend en compte que les coûts pédagogiques. Donc tous les autres frais ne sont pas pris en charge, que ce soit par exemple la préparation du contenu, comme les frais annexes, frais de déplacement de formateurs par exemple. Tout ceci n'est pas comptabilisé. Seuls les coûts pédagogiques sont comptabilisés. Donc, dans la demande de subvention, on va valoriser à 50% les coûts pédagogiques sur le FSE et les 50 autres pourcents devront être versés à l'OPCO avec une majoration de 3% de frais de gestion, car l'OPCO va formaliser la subrogation de paiement, c'est-à-dire le paiement direct à l'organisme de formation, du montant de la formation. Donc le versement volontaire, le VV, c'est la partie que l'entreprise paye à l'OPCO. L'OPCO réunit les deux financements FSE et VV pour payer la formation au niveau des coûts pédagogiques exclusivement. Alors, il y a aussi des questions sur justement cette partie de reste à charge de l'entreprise. Est-ce que l'OPCO peut le prendre en charge sur un autre dispositif? Non, le dispositif FSE+, n'est pas cumulable avec un autre dispositif. Donc on est vraiment sur la subvention et la contribution de l'entreprise à travers un versement volontaire. Il y a une autre question aussi sur le montant maximum pour le taux horaire par stagiaire. Donc, concernant le maximum, il y a un baromètre qui existe et qui a toujours été appliqué dans les OPCO concernant la prise en charge des formations. Maintenant, compte tenu des spécificités qu'on peut avoir concernant les compétences et les formations très techniques ou également les territoires, on a une marge de manœuvre concernant ce montant maximum. Et dans ce cas-là, ce sera justifié par l'entreprise, du coup avec vous, sur la fameuse fiche argumentaire. Donc, il existe un baromètre. Maintenant, si les coûts sont plus élevés et que cela est justifiable, parce qu'on peut avoir des formateurs avec des compétences très particulières, une disponibilité sur le territoire, pareil, assez particulière, dans ces cas-là, on peut valider. Alors, par contre, ce sera soumis à validation des directeurs régionaux. Donc, ça peut être validé. Par contre, il faudra justifier et on demandera dans ce cas-là d'expliciter sur la fiche argumentaire pourquoi le montant est plus élevé que celui proposé sur notre baromètre. Alors, il y a beaucoup de questions sur la fiche argumentaire. On vous donnera le lien pour la retrouver en fin de webinaire, hein. Vous aurez tout un kit à votre disposition. Il y a aussi des questions sur les feuilles d'émargement qui sont estampillées FSE. C'est un kit que vous avez à disposition. Les conditions, voilà, elles sont précises, elles sont valables pour tout le monde. Voilà. Je te laisse développer, hein, Cassandra, mais pourquoi imposer une feuille d'émargement autre que celle qu'on met en place d'habitude? C'est parce qu'on est sur un dispositif à part, tout simplement. Oui, je vais venir justement sur ces modalités administratives. Il y a beaucoup de questions auxquelles on va répondre dans la suite de la présentation. Hein, donc pas d'inquiétude. Et dernière petite chose, apparemment il y a des entreprises, enfin des OF qui ont du mal à télécharger le document de présentation. Je viens d'essayer de le faire, moi j'arrive à le télécharger. Donc peut-être réessayer un petit peu, peut-être que si tout le monde essaye de télécharger en même temps, il y a peut-être un petit temps de latence. Donc, du coup, j'avance. Donc là, on va échanger vraiment sur le cadre de réalisation de ce dispositif. Donc, premier principe, et non pas des moindres, celui du principe d'incitativité. Dans le cadre du dispositif FSE+, et qui tend à se développer sur tous les dispositifs publics, on ne peut s'engager, en tout cas, il ne peut y avoir contractualisation entre l'OF et l'entreprise avant la demande. Par exemple, pour expliciter, on ne peut pas valider l'achat d'une maison sans avoir validé le crédit. Donc, on est un peu sous ce principe-là. Donc, la totalité des demandes de subvention doivent être réalisées avant le démarrage des formations. Si une entreprise me fait une demande de subvention aujourd'hui et que la formation a démarré hier, on sera sur un refus catégorique. Donc ça, c'est très important.
Il n'y a, comme j'expliquais, pas de contractualisation et l'entreprise qui doit être réalisée avant la date de la demande, ce qui est précisé par un devis qui n'est pas signé par l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise me fait sa demande aujourd'hui. Déjà, il faut attendre un jour, donc la formation ne pourra commencer que demain et pas aujourd'hui. Et pour justifier, elle nous fournit le devis, donc le vôtre, hein, celui de l'OF, ou un projet de convention, mais ce ne doit pas être signé par l'entreprise. Ça peut être signé de votre part, mais pas par l'entreprise. Sinon, cela est considéré comme une contractualisation et ce sera refusé. C'est un principe qui est catégorique sur le dispositif FSE+. Chaque document, chaque date sera contrôlée lors du service fait et ce ne sera pas pris en charge. Ça aussi, nous allons le vérifier au moment de l'instruction. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Pas de demande de finance, donc pas de démarrage de formation avant que l'entreprise ait fait sa demande et pas de transmission de devis signé au projet de convention entre vous et l'entreprise. Donc voilà, ça c'est très important. Donc pour plus d'informations, pour vous accompagner, hein, donc on expliquait qu'il y a un mode opératoire qui est téléchargeable sur notre site. Vous avez le numéro de téléphone, hein, où vous pourrez poser ces questions-là. Pour vous appuyer donc sur ces demandes-là, avoir un peu plus de précision. Et concernant donc le calendrier, donc on peut réaliser les formations jusqu'au 31 décembre. Au-delà du 31 décembre, les formations ne seront plus prises en charge. Donc dans ce cadre-là, les demandes de financement peuvent aller jusqu'au 15 décembre. Comme ça nous laisse 15 jours de latence entre les demandes, les validations et la réalisation des formations. J'imagine qu'il y a quelques questions peut-être. Oui, tout à fait. Toutes les tailles d'entreprise sont éligibles par le dispositif? Oui, on y a déjà répondu, mais du coup, je reprends sur des choses qu'on nous a reposées comme question. Si la demande a déjà été faite avec un devis signé, quelle est la démarche à réaliser pour corriger? Alors dans ce cas-là, vous serez contacté par le gestionnaire ou la conseillère, voilà, pour réaliser un nouveau devis. Mais nous, c'est sûr et certain, on ne peut pas valider une contractualisation entre l'OF et l'entreprise. On ne respecte pas le principe d'incitativité, ce n'est absolument pas validé dans le sens où en fait l'entreprise ne peut pas s'engager sans avoir eu en tout cas la demande de subvention. Donc par contre, la demande est réalisée, donc la demande de subvention peut être réalisée par l'entreprise. Nous, on a un délai de traitement chez Atlas. Ce qui importe, c'est vraiment la date de subvention. C'est-à-dire que la demande peut être faite aujourd'hui, la formation démarrer demain. Si Atlas instruit donne son accord dans une semaine, ça fonctionne. On est vraiment sur la pure date de demande, la réalisation de la demande. Il y a des questions aussi sur la temporalité. La formation doit impérativement s'achever, être terminée pour le 31 décembre 2025. Dernier jour de Voilà. formation, le 31 Dernier décembre jour de 2025. formation. C'est ça. Et on est sous réserve des fonds disponibles, bien entendu. Exactement. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, de fait, j'ajoute, je me permets, une date limite de dépôt de dossier fixée au 15 décembre. Hein. Donc, le dernier jour de la formation au 31, mais la limite de dépôt de dossier au 15 décembre. Il y a des questions sur les délais de traitement. Alors, les délais de traitement, tout dépend du flux de dossiers qu'on a à l'instant T, mais globalement, nos équipes sont assez rapides sur le traitement des dossiers. Par contre, les dossiers doivent être complets et sont contrôlés. Il y avait une autre question sur le versement volontaire. Du coup, ça répond aussi aux questions du délai de traitement. Le versement volontaire doit être effectué pour l'accord du dossier. Donc, les fameux 50% restants à charge pour l'entreprise, ils doivent être versés à l'OPCO pour que le dossier puisse être accordé dans son entièreté, après contrôle. Exactement. Nous ne pouvons valider une demande de prise en charge si le versement volontaire n'est pas perçu chez Atlas. Voilà, du coup, je rebondis sur une question aussi. On nous demandait si l'organisme de formation pouvait faire la démarche pour l'entreprise. Non, il peut l'accompagner dans la démarche, mais faire à la place, non, puisque la demande de prise en charge au titre du FSE doit être faite par l'entreprise depuis ses services en ligne, et l'entreprise doit nous communiquer un certain nombre de pièces aussi que l'organisme de formation n'a pas en sa possession. Donc, il peut l'accompagner sur la partie argumentaire, mais il ne peut pas faire à la place d'eux. Exactement. Alors, il y a des questions aussi sur le principe du devis qui ne doit pas être signé. Comment on contractualise dans ce cas la formation? Alors, vous avez un devis que vous fournissez à l'entreprise. La seule chose, c'est que l'entreprise ne pourra s'engager qu'à partir du moment où elle aura
l'accord de l'OPCO, tout simplement. Ça n'empêche pas de contractualiser, c'est juste une contractualisation en 2 temps quelque part. Un premier temps, il y a un échange sur le besoin de formation, etc. Une fois qu'il y a l'accord de l'OPCO, l'entreprise peut signer et s'engager de façon définitive. Tu me dis si, voilà, si tu veux compléter, mais on essaye de Voilà. répondre un petit peu à Oui, toutes les questions quand oui, même oui, qui oui. arrivent. Alors, j'ai juste une question aussi très précise hein, qui me demande si le taux horaire par stagiaire est modifié dû à l'absence d'un ou plusieurs stagiaires et que le taux final dépasse les taux maxi de prise en charge. Alors, donc l'instruction du dossier et l'accord au dossier va poser le financement. Donc ça veut dire que si après il y a eu des absents qui n'ont pas assisté à la formation, le remboursement se fera au coût réel, volume horaire suivi par les stagiaires. Donc on ne va pas apporter de modifications sur les lignes de financement pour réajuster le taux horaire afin qu'il soit plus avantageux. Hein. Donc il faut que ça soit au réel, que ça reflète la réalité de ce qui s'est passé. J'avais prévu 4 stagiaires, finalement il n'y en a plus que 2. Eh bien le remboursement partie FSE et partie VV, hein, donc le paiement à l'organisme de formation, se fera au prorata du nombre de participants et des heures de présence. De fait, j'avais une question aussi antérieure qui demandait est-ce qu'on doit facturer l'entreprise pour les heures non honorées? Ben, la réponse est oui. Ah, c'est vrai qu'ensuite, ça, c'est à vous de voir avec l'entreprise. Mais voilà, comme on l'expliquait, j'y reviendrai un peu plus tard sur la facturation. On est vraiment sur un prorata de coûts par stagiaire. Donc, les coûts groupes, en tout cas, même si sur la convention, ça peut être reflété en coûts groupes au moment du paiement, on ne fonctionne pas comme cela. Et c'est vraiment une volonté de la part de l'État que de financer au coût réel par stagiaire. Il y a aussi une question, est-ce que si l'organisme ne pratique pas la subrogation, est-ce que l'entreprise a-t-elle une solution malgré tout pour bénéficier du FSE? Alors, on est vraiment sur une pratique par subrogation, puisqu'en termes de suivi financier du dispositif, c'est beaucoup plus simple. Ça permet vraiment de faciliter ce suivi et de faciliter la prise en charge. Ensuite, on sait qu'il y a des cas exceptionnels, mais c'est soumis à validation de la direction. Donc voilà, dans un premier temps, le mieux est quand même de réaliser de la subrogation, puisque le reste, hein, si c'est hors subrogation, là, on part vraiment sur des échanges, une validation auprès de la direction pour réaliser de la hors subrogation. Alors, il y a aussi une question intéressante concernant les bulletins de salaire. Un OF qui a un cas d'une facture qui est bloquée parce que l'entreprise ne lui a pas encore donné les documents, dont les bulletins de salaire des apprenants. Les bulletins de salaire des apprenants lors de l'entrée en formation ne doivent pas être transmis à l'organisme de formation, mais doivent être déposés par l'entreprise sur le dossier, sur son espace MyAtlas. Mais Donc, ça, on va y l'organisme de revenir. formation, il a un rôle de rappel à l'entreprise, d'alerte, en disant, bah, au début de la formation, pensez bien à déposer le bulletin de salaire de vos stagiaires sur le dossier. Effectivement, on va arriver sur la partie donc au moment de la demande de prise en charge et au moment du paiement concernant le volet administratif, et je vais vous repréciser tous ces éléments-là. Donc, je pense qu'on peut laisser le dernier sondage avant de continuer. Tout à fait. Je le lance. Alors, avez-vous envisagé d'utiliser le FSE depuis son lancement pour financer des formations? Alors, ça monte tout doucement. En gros, si vous voulez, ce qu'on voudrait savoir, si c'est un dispositif dont vous parlez auprès des entreprises qui vous sollicitent pour de la formation. Bon, pour l'instant, c'est enfin, c'est égalitaire entre le oui et le non. Donc,
Donc, je pense que je peux peut-être terminer le sondage parce qu'on est à 51% de oui et puis 49% de non. Je vais le terminer comme ça et partager les résultats. Et je te laisse reprendre la main, Cassandra. Super, merci. Donc pour continuer, là on va rentrer un peu plus sur le côté administratif qui est très important dans le cadre des dispositifs FSE+. Donc deux volets, le moment de la prise en charge, au moment de la demande de la prise en charge, pardon, et au moment du paiement. Donc concernant le moment de la prise en charge, l'entreprise doit nous fournir, donc puisqu'on l'avait vu, c'est à travers MyAtlas, à travers son compte MyAtlas Entreprise qu'elle va réaliser la demande. Donc, elle va nous fournir une demande de subvention. Cette demande, elle est imposée par l'État, l'entreprise l'a à sa disposition sur notre site. Elle va également devoir nous fournir le bulletin de salaire des salariés concernant au moment du mois de la demande. Donc, si une entreprise fait une demande ce mois-ci, voilà, elle nous dépose le bulletin de salaire qu'elle a à sa disposition. On revient sur le fait qu'il faut qu'elle nous propose un projet de convention et un devis non signé. C'est ce qui va conditionner, bien évidemment, la ligne de financement. Un programme de formation donc, qui correspond à l'éligibilité, c'est-à-dire une transition numérique, transition écologique. Encore une fois, il y a ce complément possible de fiche argumentaire. Donc, vous pouvez accompagner l'entreprise dans ce volet-là. Dans le cas de changement de stagiaire, il y a un document imposé qui existe et qui doit absolument nous être transmis avant le démarrage de la formation. Si la formation a déjà démarré, le changement de stagiaire ne sera pas validé. Et dans le cas de report de date, on sera sur un nouveau devis, encore une fois non signé, avec une nouvelle date. Et il ne faut pas que cette formation ait démarré. Donc, par exemple, si ma formation démarre aujourd'hui et que je veux faire un report de date, c'est déjà trop tard, puisque la date initiale est dépassée. Alors, il y a des questions concernant les bulletins de salaire. On va repréciser parce que ça revient quand même un petit peu dans plusieurs questions. On demande les bulletins de salaire lors du dépôt du dossier puisqu'on s'assure que les salariés sont bien salariés de l'entreprise. Et on redemande le bulletin de salaire à l'entrée en formation pour s'assurer que la personne est toujours salariée de l'entreprise à l'entrée en formation. C'est l'entreprise qui dépose ces éléments sur le dossier. Donc, pour l'accord du dossier et pour la facturation après du dossier. Exactement. On est sur des conditions administratives qui sont bien définies. Voilà. À partir du moment où tout est donné en temps et en heure, le traitement des dossiers est rapide. Donc effectivement, sans tous ces éléments, nous ne pouvons valider une prise en charge. Alors, pour rassurer, donc un petit complément, puisqu'on sait que les entreprises, bien évidemment, sont un peu frileuses parfois à l'idée de nous transmettre un bulletin de salaire, puisque ce sont quand même des données assez sensibles. Il faut savoir que nous avons développé chez Atlas, donc d'une part, un document de mesures de sécurité concernant les informations relatives aux salariés, donc on pourra vous partager, qu'on mettra à disposition sur le site et qui explique notre démarche. Et d'autre part, nous avons également mis en place une nouvelle fonctionnalité. Donc, quand l'entreprise dépose le bulletin de salaire sur son compte MyAtlas, celui-ci devient confidentiel et ne peut être téléchargé ni visible. Donc voilà, on peut rassurer un peu les entreprises en leur expliquant qu'une fois que le bulletin de salaire est déposé, il n'est plus accessible. Nous, on le garde en interne, mais en tout cas, au niveau de l'entreprise, celui-ci est considéré comme document confidentiel. Alors, on a beaucoup de questions aussi sur le devis signé et le fait que du coup, on ne peut pas s'engager sur les dates. Sur un devis, il y a les dates de formation. Le fait qu'il soit signé ou pas ne change pas l'engagement ou l'information sur les dates de la formation. C'est juste un problème l'entreprise ne s'engage pas tant qu'elle n'a pas un accord définitif de l'OPCO. Mais une fois qu'elle a cet accord, elle signe le devis. Voilà, et le devis signé doit être déposé sur le dossier. Quand une entreprise nous fait la demande, on ne peut pas avoir de devis signé par l'entreprise ou de convention signée par l'entreprise. Une fois qu'on a ce document-là qui n'est pas signé par l'entreprise, c'est bon, c'est validé.
Alors, on a aussi une question sur le fléchage. Comment faire déposer une demande au titre du dispositif FSE? Donc, ça se fait effectivement sur le compte MyAtlas Entreprise. Au menu de la rubrique nouvelle demande, hein, et l'entreprise a la possibilité de pouvoir remplir une demande de plan de développement des compétences qui est OPFSE. Donc c'est bien C'est ça. mentionné. Hein. Donc, quand l'entreprise se connecte à son compte et qu'elle fait une nouvelle demande, sur la liste déroulante, il y a le FSE qui apparaît. Et sur cet élément-là, donc avant la validation, tous les éléments que je viens de vous présenter pour la demande de prise en charge sont obligatoires et seront affichés sur MyAtlas. Ces éléments-là sont récapitulés lors de la demande de subvention. Alors, il y a beaucoup de questions aussi sur les reports de formation, éventuellement les Mhm. reports de date. Tant que la formation n'a pas commencé, c'est possible. Et tant qu'on reste dans le cadre d'une formation terminée pour le 31 décembre 2025. C'est ça. Donc, si la date initiale de formation a démarré, donc c'est-à-dire celle qui a été validée initialement sur la demande de prise en charge, on ne peut pas accepter de report de date. Par contre, on peut accepter si la formation, donc la date initiale n'a pas démarré, que celle-ci se termine au 31/12. Si j'ai une entreprise qui demande à ce qu'une formation démarre aujourd'hui, qu'on a validé la demande de prise en charge, aujourd'hui elle me demande un report, ce ne sera pas validé. On a quand même un délai. Donc voilà, il faut que cette date initiale n'ait pas démarré. Donc il faut bien échanger avec l'entreprise, il faut bien avoir une visibilité sur l'année, sur les possibilités de réalisation. Alors, il y a aussi une question, est-ce que l'entreprise doit contacter son conseiller emploi-formation avant d'effectuer une demande de formation FSE? Oui. L'entreprise doit contacter son conseiller afin d'abord d'être accompagnée sur la mise en place du dossier FSE, toutes les modalités administratives, et sur l'éligibilité du programme. Ça permet aussi d'avoir une prise en charge plus rapide et une validation plus rapide du dossier. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les inviter lorsque elles vous contactent pour la mise en place d'une formation. Elles peuvent contacter leur conseiller le plus rapidement possible, solliciter un rendez-vous afin qu'on leur explique toutes les modalités et qu'on les accompagne dans la mise en place effective du dossier. Donc je vais avancer. Donc comme on vient de voir la demande de prise en charge, encore une fois, à la fin de ce webinaire, on prendra un temps pour répondre aux questions. Donc maintenant qu'on a vu les modalités de prise en charge, on va passer au moment du paiement. Puisque, comme on l'a expliqué, nous réalisons la subrogation. Donc c'est Atlas qui va vous régler directement à la fin de la formation. Pour cela, on doit être en possession de certains éléments. Le service paiement, s'il n'est pas en possession de tous ces éléments, nous ne pourrons pas effectuer le paiement. Pareil, ça c'est catégorique, on ne pourra pas faire d'exception. Le service paiement contrôle, regarde la cohérence des éléments et suite à la réception et à la bonne conformité, on pourra lancer les paiements. Donc, les documents qui sont nécessaires. Donc, le bulletin de salaire du salarié au mois de démarrage de la formation. On l'a vu, le bulletin de salaire est demandé au moment de la demande pour justifier qu'il est salarié. Et donc ça, pareil, hein, c'est une demande de la part de l'État, hein, le bulletin de salaire au démarrage de la formation pour justifier que cette personne est toujours salariée. On attire un point d'attention sur le fait que lorsque la formation démarre, tout au long de la formation et quand elle termine, on insiste pour que vous, en tant qu'OF, vous pouvez rappeler aussi à l'entreprise que ce bulletin de salaire est important et c'est eux qui doivent le déposer sur leur compte MyAtlas. Parce qu'effectivement, comme on a eu le cas, si nous, on n'a pas ce bulletin de salaire à la fin de la formation, même si on a la facture, même si on a les feuilles d'émargement, on ne pourra pas lancer le paiement.
Donc, n'hésitez pas à relancer l'entreprise sur la formation à démarrer. Je vous prie de bien déposer le bulletin de salaire sur votre compte MyAtlas. À la fin de la formation également, il faut vraiment que ce soit celui du mois de démarrage. Donc, si j'ai une formation qui démarre le 1er avril, je vais devoir avoir le bulletin de salaire du mois d'avril et pas celui d'avant, ce qui peut parfois créer des petites latences puisqu'on sait que des fois les productions de bulletins de salaire arrivent un peu plus tard. Mais voilà, n'hésitez pas à relancer l'entreprise à ce sujet-là. Lors de la demande, elle est au courant. Dans son courrier de prise en charge, elle s'engage à nous fournir cet élément-là également. Cela est précisé sur le mode opératoire, mais n'hésitez pas à faire une petite piqûre de rappel pour qu'elle puisse déposer ce bulletin de salaire. Donc voilà, ça c'est concernant la pièce à fournir par l'entreprise. Le deuxième volet, donc, c'est concernant les justificatifs de réalisation. Donc, pour le cas de formation en présentiel, nous sommes sur des feuilles d'émargement qui sont signées par les stagiaires et par le formateur en demi-journée avec le logo du FSE. Nous vous avons mis un modèle disponible sur notre site. Il est également présent en annexe du courrier d'accord dans le cadre d'une prise en charge, puisque vous pouvez vous en baser comme modèle. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui qu'on vous propose, mais dans le fond, il faut qu'on puisse savoir par jour, par demi-journée, le stagiaire qui signe, le formateur et le logo avec l'emblème du FSE. Ça, c'est une obligation. Dans le cas des formations à distance, on a une petite souplesse sur le fait qu'on puisse avoir des certificats de réalisation. Par contre, contrairement à la feuille d'émargement, celui-ci est imposé. Il est disponible sur le site d'Atlas et on accepte également les feuilles d'émargement, mais aussi les relevés de connexion. Attention, relevés de connexion, c'est relevés de connexion stagiaires et formateurs. Ces justificatifs de présence, ils sont contrôlés et ils conditionnent le montant de la prise en charge. Comme on l'expliquait, on fait une prise en charge au réel. Si sur ma feuille d'émargement, j'ai un jour 4 stagiaires et le lendemain j'en ai 3, au moment du paiement, la cohérence et le calcul sera réalisé et pour la deuxième journée, on va soustraire du coup le stagiaire qui a été absent et on fonctionne en demi-journée. Donc voilà, ça c'est très important. Et si ces justificatifs de toute manière ne sont pas conformes, au moment de la facturation, au moment du service paiement, ça ne passera pas. Donc voilà, petit point d'attention sur ces éléments qui sont essentiels, qui sont obligatoires et qui seront contrôlés au niveau d'Atlas, mais aussi par l'État à la fin du dispositif. L'autre élément qui est demandé, c'est la convention de formation, puisque au moment de la prise en charge, comme j'ai énoncé, on est sur des conventions de formation et des devis qui ne sont pas signés par l'entreprise. Donc, au moment du paiement, on doit avoir la convention de formation, pour le coup, qui est signée et datée par l'OF et l'entreprise. Donc, cette convention de formation contenant le programme, le nom et prénom des stagiaires, les dates de réalisation, le format, voilà, tous ces éléments-là. Donc, on doit avoir en possession cette convention de formation signée entre l'OF et l'entreprise. Et ensuite, bien évidemment, dernier élément, la facture à l'ordre d'Atlas. Cette facturation, vous pouvez la déposer sur MyAtlas Prestataire, hein, et vous verrez également la liste et vous pourrez télécharger l'ensemble des documents. Alors, il y a une question sur le fait, est-ce que l'entreprise doit demander un devis à plusieurs OF? Alors, j'y viendrai après, puisque j'ai une partie sur les obligations, la dernière slide sur les obligations, mais c'est pour un dossier de formation au-delà de 15 000 €. Voilà, au-delà de 15 000 €, donc par formation, par dossier, l'entreprise doit demander 3 devis. Par contre, ça ne conditionne pas, on n'est pas là pour juger, elle a pris le moins cher, le plus cher, enfin voilà, peu importe. En tout cas, on doit avoir 3 devis et après le choix de l'entreprise lui appartient. On a plusieurs fois aussi la question qui revient, que se passe-t-il si l'entreprise ne transmet pas le bulletin de salaire du mois de démarrage de la formation, alors qu'elle s'est engagée à le faire dans l'accord de prise en charge? Alors, nous ne pouvons pas effectuer le paiement dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que n'hésitez pas, quand la formation démarre ou quand la formation se termine, à rappeler à l'entreprise qu'il faut qu'elle dépose le bulletin de salaire. Et nous, ensuite, au service paiement, on effectue aussi des relances de notre côté.
Donc, quand on reçoit une facturation et qu'on voit que l'entreprise ne nous a pas déposé cet élément, nous, de notre côté aussi, on relance l'entreprise. Mais voilà, n'hésitez pas à faire une petite relance aussi. C'est quand même assez important. Le paiement ne partira pas. Donc voilà, nous, on relance de notre côté, mais si vous aussi, vous pouvez appuyer, ce serait pas mal. Alors, on a eu plusieurs fois la question aussi pour 2026, à partir de quel moment pourrons-nous faire une demande de financement et à partir de quand on aura une information sur l'enveloppe FSE 2026? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas d'informations sur 2026. Donc, l'important, c'est vraiment de se concentrer en tout cas sur ce FSE 2025. On peut vous accompagner, on peut accompagner les entreprises. On est sous réserve de fonds disponibles. Donc, n'hésitez pas à vous pencher sérieusement sur ce dispositif parce qu'il n'y a aujourd'hui absolument aucune visibilité sur un cofinancement d'État 2026. Il y a aussi une dernière question sur qui doit déposer l'ensemble des documents pour la facturation. Donc, le bulletin de salaire, c'est l'entreprise qui va déposer sur MyAtlas Entreprise. Et concernant l'organisme de formation, vous avez votre espace prestataire. Donc, c'est sur cet espace prestataire que vous pourrez déposer la facture. Et après la facture, il y a la possibilité de mettre en place des pièces jointes. Et c'est là que vous pourrez déposer ces pièces-là. Et ensuite, notre service paiement les étudie et font une cohérence entre ce que vous avez déposé, la conformité, les pièces, voilà, qu'elles soient bien, qu'elles correspondent bien aux demandes, et ensuite le calcul, on va dire, entre les feuilles d'émargement, le courrier par stagiaire pour approcher un peu et pouvoir calculer le montant de la prise en charge. Il y a une demande, est-ce que la convention de formation doit comporter le logo FSE ou celui d'Atlas? Non, ce n'est pas une obligation. L'obligation, elle est vraiment de préférence, enfin vraiment, sur les feuilles d'émargement. La convention de formation, c'est propre à chaque OF. On ne demande pas à ce qu'il y ait si vous voulez le mettre, hein, mettez-le. Hein. Mais voilà, sur la convention de formation, ce n'est pas une obligation. Alors, est-ce que les OF peuvent avoir accès au baromètre des prises en charge maximum par formation ou stagiaire? Il est disponible sur le site. Alors, c'est avant tout donc l'entreprise qui, quand elle va soumettre sa demande avec le devis, donc en fait, une fois que la demande est envoyée, donc dans un premier temps, il y a échangé avec le conseiller, hein, et ce sont des sujets qui sont échangés. Donc nous, en interne, on a ce baromètre et le conseiller et le gestionnaire peuvent dire, là, en fait, ça dépasse le baromètre des prix. Donc, dans un premier temps, il y a cet échange-là qui est disponible. Et il n'y a pas de modèle de convention FSE à respecter. Hein, c'est le même modèle de convention de formation que d'habitude. Hein, vous inquiétez pas. Exactement. Voilà, c'est vraiment sur les justificatifs de réalisation, donc comme les certificats, les feuilles d'émargement, où là, on est conditionné à la présence du logo. Par contre, concernant les conventions et également les devis, c'est propre à chaque OF. Tant qu'on retrouve les informations qui sont la date, le nombre de personnes, le coût et le programme, bien évidemment, enfin, en tout cas l'intitulé, c'est bon pour nous. Bon, en ce qui concerne les 15 000 euros, ça va être abordé juste après, donc je ne repose pas la question. J'avais été un petit peu en anticipation. Par contre, est-ce que tu peux faire un rappel sur les formations à distance, présentielles? Voilà, parce qu'il y a encore des petites confusions sur ce qui est accompagné ou pas par le dispositif FSE. Bien sûr. Donc, concernant la prise en charge des formations, nous sommes sur des formations synchrones, c'est-à-dire que le stagiaire doit être face à un formateur en présentiel ou en classe virtuelle. Donc, Donc, les feuilles d'émargement, comme je viens d'expliquer, elles doivent être signées par les stagiaires et le formateur. C'est-à-dire qu'une formation, en tout cas les heures prises en charge, correspondent à j'ai un stagiaire face à un formateur. Donc, si on prend en exemple la réalisation d'une formation en classe virtuelle, si le programme, c'est j'ai 5 heures en classe virtuelle, un formateur et un stagiaire qui échangent pendant 5 heures, et ensuite j'ai 2 heures où le stagiaire doit produire de son côté un document, les 2 heures ne seront pas prises en charge. On est vraiment sur de la réalisation de formation stagiaire-formateur. Si le stagiaire travaille en autonomie, comme on peut voir parfois sur les MOOC, on ne peut
prendre en charge. Tout simplement parce que ça va être justifié par cette fameuse feuille d'émargement où, vous voyez, pour les formations à distance, on demande des relevés de connexion. Et le relevé de connexion stagiaire-formateur, il faut que les heures correspondent. Donc, il y a une cohérence qui va être faite. Donc, on a le cas de formation où, par exemple, j'ai 5 heures en classe virtuelle, le stagiaire avec le formateur. Ensuite, j'ai 2 heures de réalisation de travail individuel par le stagiaire et ensuite 1 heure de restitution avec le formateur. Ces fameuses 2 heures qui seront en totale autonomie par le stagiaire ne seront pas prises en charge. Alors, il y a aussi des questions sur les devis. Dans la mesure où il est demandé 3 devis, est-ce que l'entreprise doit fournir à Atlas ces 3 devis? Oui, alors je pense que du coup, on peut avancer sur Oui. la partie des obligations. Donc, directement concernant la conformité des pièces. Une formation au-delà de 15 000 euros, l'entreprise doit être en possession de 3 devis et nous les fournir. Cela entre dans le cadre du respect des preuves de mise en concurrence. C'est pas nouveau, ça a toujours existé. Donc voilà, l'entreprise doit fournir les 3 devis concernant cette formation-là au-delà de 15 000 euros. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour juger du choix de l'entreprise. Elle est libre de choisir l'OF. Il faut également savoir qu'une sollicitation sans réponse est une preuve. Donc, si j'ai une entreprise qui veut réaliser une formation au-delà de 15 000 euros, elle va demander 3 devis. Donc, elle va solliciter l'entreprise, elle va solliciter l'OF, elle va solliciter l'organisme de formation. Donc, s'il y a une preuve de sollicitation par mail et que l'OF n'a pas répondu, on peut prendre ça en compte. Ça fait partie d'une preuve, puisque l'entreprise a fait la démarche. Mais l'entreprise doit nous fournir ces preuves-là, donc les 3 devis ou les preuves en tout cas de sollicitation. Donc, elle doit démontrer sa démarche de mise en concurrence. Exactement. Comme on est sur une subvention d'État, une subvention publique, on doit pouvoir respecter ces preuves de mise en concurrence. Et comme c'est expliqué, donc c'est écrit ici, il y a vraiment une vérification des pièces qui va être réalisée, à la fois transmises par l'OF, à la fois transmises par l'entreprise. Il y a des visites de contrôle qui peuvent être réalisées. En mai, par exemple, on a la délégation de l'État en gestion des fonds européens qui sont allés visiter un OF. Ils sont venus pendant la réalisation d'une formation FSE+, et ils ont demandé les documents concernant la prise en charge. Ils ont demandé à regarder le programme, les feuilles d'émargement, ils sont allés échanger avec les stagiaires, ils ont regardé les obligations de communication et de publicité. Donc on n'est pas à l'abri de contrôle non plus chez les OF, en tout cas directement dans les locaux de contrôle visite un peu surprise. Donc c'est pour ça qu'on met vraiment un point d'attention sur le respect administratif, sur le respect de la mise en place de ce dispositif. Donc concernant les obligations, vous pouvez bien évidemment communiquer sur ce dispositif. C'est même, je pense, important de le faire. On a encore des fonds disponibles. 2026, on n'a pas de visibilité. C'est pour ça qu'on vous sollicite aujourd'hui, qu'on vous incite vraiment à vous pencher sur ce dispositif, à demander plus d'informations s'il le faut, plus de précision, et qu'on tenait à vous le présenter. Si vous souhaitez communiquer sur ce dispositif, il y a quand même quelques obligations à respecter qui sont imposées, encore une fois, par la DGFP, qui sont une charte. Donc avec un logo et un emblème bien précis, celui-ci disponible sur notre site, vous pouvez le télécharger. Sur tous vos supports de communication, vous devez avoir le logo. Si vous faites un petit visuel que vous voulez proposer sur LinkedIn, si vous envoyez des programmes en expliquant que c'est cofinancé par le FSE, vous devez également insérer ce logo. Il y a un affichage dans les locaux également si vous réalisez les formations en présentiel. Voilà, un petit affichage justement de ce logo fonds européen qui est toujours celui qui est disponible sur notre site, et également une obligation d'information auprès des stagiaires. Donc voilà, cette formation est réalisée dans le cadre du cofinancement avec le FSE. Normalement, l'entreprise a également l'obligation d'information auprès du stagiaire. Voilà, vous pouvez communiquer sur ce dispositif, vous pouvez communiquer sur le fait que les programmes, les formations sont prises en charge à hauteur de 50% par le Fonds européen, mais voilà, sous condition de mettre le logo, d'expliciter l'information que c'est grâce à ce dispositif. Et comme je l'expliquais, l'emblème est téléchargeable sur notre site. Et ça aussi, la communication et la publicité, l'État peut réaliser un contrôle et c'est soumis à pénalité.
Bon, j'ai eu plusieurs questions aussi sur le FNE. Il n'y a pas d'enveloppe FNE actuellement, comme ça Non. je mets ça Oui. tout de suite au clair. Et il y a eu une question qui était intéressante. Si l'OF est le seul à proposer une formation. On a parfois des cœurs d'activité qui sont très très précis où il n'y a pas d'offre de formation sur voilà il n'y a pas une offre de formation très importante sur le sujet. Bien entendu, on ne va pas vous réclamer 3 devis qui sont impossibles à fournir. Mais il faudra justifier du fait que voilà, il y a un seul OF qui délivre ce type de formation-là. Et encore une fois, les 3 devis, ce sont quand on atteint un montant, une demande de formation qui est de 15 000 euros, plus de 15 000 euros par dossier. J'appuie également sur le fait que donc on est sur 15 000 euros par dossier. On est donc pour rappel, hein, il faut que la formation fasse un minimum 3h30. Par contre, on n'a pas de maximum. On n'a pas de volume horaire maximum imposé, si ce n'est dernier jour de formation au 31 décembre. Donc une formation qui va de 3h30 jusqu'à, je sais pas, j'ai ça comme ça, mais 3 mois, 4 mois, c'est possible. On n'a pas de volume horaire maximum. Par contre, voilà, dernier jour de formation le 31 décembre. Est-ce qu'une entreprise peut faire plusieurs dossiers? Oui, bien sûr. Voilà, il n'y a pas de limite. On avait une question aussi sur la VAE collective ou entreprise. Est-ce que c'est éligible? Non, ce n'est pas, non, la VAE n'est pas éligible. Alors, j'en profite parce qu'effectivement, dans le cours de la discussion et au tout début, il était mentionné, enfin, la question portait sur la formation interne et sur l'AFEST. Idem. Alors, la Hein, formation interne n'est pas prise en charge et l'AFEST non plus. On a une question aussi sur l'affichage. Est-ce que quand la formation a lieu dans les locaux de l'entreprise, l'affichage est obligatoire? Alors oui, hein, c'est quand même conseillé ou toujours cette obligation d'information que la formation est cofinancée par le FSE. Par exemple, donc comme j'ai expliqué, hein, en mai, on a donc les personnes en charge de ce financement qui sont allées visiter un OF et ils sont allés directement demander aux stagiaires, savez-vous que cette formation est cofinancée dans le cadre du dispositif FSE+. Donc voilà, il faut au moins que le stagiaire ait connaissance que cette formation est cofinancée par le FSE+. Donc il y a l'affichage dans les locaux, mais ce qui est important, c'est que l'information soit transmise. Ouais, en complément, un OF qui demande, il est spécialisé dans les formations RSE et éco-conception. Est-ce qu'il peut communiquer le fait que toutes ces formations sont éligibles au FSE? Si elles rentrent dans le cadre qui sont ne relevant pas de l'obligation de l'employeur, plus de 3h30, qu'elles sont en 100% synchrone, c'est-à-dire présence formateur stagiaire, oui, enfin voilà, il faut bien vérifier que les formations rentrent dans ce cadre-là. Surtout sur, comme j'expliquais, cette notion de 100% formateur stagiaire, les plus de 3h30. Donc oui, vous pouvez dire ces programmes sont éligibles. Dans tous les cas, l'entreprise, elle va se rapprocher de vous, mais ensuite, elle va demander elle va faire sa demande de subvention en échange avec le conseiller et le programme sera vérifié. Alors, quelles sont les conditions vis-à-vis de la sous-traitance? Alors, il faudrait que la personne éclaircisse un petit peu sa demande, parce qu'il y avait eu une question tout à l'heure sur la sous-traitance et les bulletins de salaire. Les bulletins de salaire sont une condition d'exigibilité pour l'accord du dossier. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Le seul cas où on ne demandera pas éventuellement les bulletins de salaire, mais le contrat de travail, c'est si la personne vient d'entrer dans l'entreprise et qu'elle n'a pas encore son premier bulletin de salaire. C'est ça. Voilà. Lors de la demande de prise en charge. Lors de la demande de prise en charge, puisque lors de l'entrée en formation, en principe, elle doit l'avoir. Alors, hop. Ouais, la question c'était est-ce qu'il y a des conditions particulières ou des dispositions particulières quand l'OF fait intervenir des formateurs sous-traitants? Non, pas particulièrement. Encore une fois, je vais revenir ici.
Encore une fois, tant que nous, on a les feuilles d'émargement, tant qu'on a la convention de formation signée, tant qu'on a la facture, c'est bon. Après, le reste, voilà, c'est votre organisation. Nous, il faut juste qu'on puisse avoir les feuilles d'émargement signées par les stagiaires, le formateur, notre facture, notre convention de formation. Alors, il y a beaucoup de questions générales sur des types de formations aussi. Est-ce qu'elles sont éligibles au dispositif FSE comme la formation RGPD? Oui, Euh, oui, oui, il oui. faut tout à Bien. fait. Alors oui, et de toute façon, il faut savoir que la décision d'accorder le dossier se fait à la lecture et à la lumière du programme. Donc on va vraiment regarder le programme de formation. Donc pour rebalayer et rappeler, donc on est sur des thématiques liées au numérique, donc RGPD, bureautique, logiciel, métier très technique, RGPD, voilà, tous ces éléments-là. On est sur transition écologique, donc RSE, avec au moins, au minimum, un module lié au numérique ou à l'écologie. On est sur RSE, on est sur les nouvelles normes, par exemple la DPE, on est sur, pareil, les pollutions des sols, on est sur les nouvelles réglementations, on est également sur d'autres, l'éco-conception, hein, par exemple, sur ces volets-là. Et sur les compétences transversales soft skills qui sont vraiment l'accompagnement au changement, le nouveau management, les méthodes agiles, l'ingénierie de projet, la chefferie de projet, voilà. Ça aussi, c'est validé. Et sur l'inéligibilité, on est sur pas de formation interne, pas d'AFEST, pas de VAE, pas de bilan de compétences, pas de formation de moins de 3h30, pas de formation relevant de l'obligation de l'employeur et cette partie, pas de prise en charge des formations en autonomie par le stagiaire. Alors, on a essayé de répondre à un maximum de questions. Il y en a énormément. On reprendra les questions de toute façon. Et il faut savoir qu'une FAQ sera disponible sur la page FSE. On rajoutera un certain nombre de questions voilà, auxquelles on n'a pas pu répondre. Alors, hop, l'IA, l'analyse du cycle de vie des produits, tout ça, on est sur des sujets, hein, on est vraiment sur des sujets transition, donc il n'y a pas de problématique. Pour des problèmes d'éligibilité qui sont ou de coûts de formation qui sont liés à des dossiers précis, moi je pense qu'il faut voir directement avec le conseiller. Hein, on ne va pas pouvoir répondre à des questions très précises de dossier aujourd'hui. Effectivement, donc n'hésitez pas, donc on va clôturer ce webinaire. On espère avoir répondu au maximum de questions. Vous avoir éclairé aussi sur le dispositif, sur les conditions, sur les modalités. Encore une fois, n'hésitez pas à aller vous renseigner, échanger avec les entreprises, n'hésitez pas à communiquer si vous souhaitez aussi bénéficier du dispositif. On est sur forcément une réserve de fonds disponibles. Aujourd'hui, il nous reste encore des fonds. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur ce dispositif, on reste disponible. J'espère que vous avez bien téléchargé le document qui a été mis à votre disposition. Vous allez aussi, si vous tapez FSE ou Atlas, donc le lien est sur le support, mais si vous ne l'avez pas, vous avez notre page web avec la totalité des informations, tout le modèle, un mode opératoire. N'hésitez pas à aller sur la page du site et le lien du webinaire aussi, du replay, vous sera transmis. En tout cas, merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire, voilà, en espérant pouvoir échanger de nouveau avec vous sur le sujet du FSE+. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Moi, j'ai quitté. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui...